Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission du 11 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'appelle l'ETF approuvé et maintenant, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, je pense quand même, c'était évidemment la news, je pense, une des news les plus attendues de l'histoire de l'écosystème crypto, peut-être avec les halvings, mais franchement, à part ça, c'était très très cool. Donc ça a été approuvé hier soir par la SEC vers 22 h heure française, je pense, et au final, on va voir que sur le Bitcoin, il n'y a pas eu énormément de mouvements. Au final, le marché avait déjà bien pricé tout ça. Et la volatilité était plus sur ETH et les altcoins. Et on ira voir ça sur les graphiques. Donc, on commence cette fois-ci avec un peu comme l'autre map, mais une autre. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que hier, c'était plutôt les grosses caps qui avaient bien, très bien pump avec ETH. Si vous suivez les marchés depuis 2, 3, 4 mois, vous savez même plus longtemps que ETH était carrément en retard. Beaucoup disaient que c'était un stablecoin, etc., etc., mais c'était le cas. Il y avait très peu de volatilité sur ETH. Tout le monde l'avait oublié. Et finalement, hier, c'était le seul, le plus gros, le plus performant. Il nous a tapé une bougie de plus 10%, pile poil, juste après l'annonce de l'ETF spot de Bitcoin. Donc très intéressant. Je pense que c'est intéressant à analyser. Et avec ça aussi, on a Polkadot. Bon, Dogecoin, c'est pas mal, 10%, mais Polkadot, Cardano qui était aussi plutôt calme. On va voir XRP, Avax, tout ça, c'est des grosses capitalisations du dernier bull run, on va dire, du top 10, du top 15, qui pump beaucoup. Donc ça fait très plaisir parce que c'est des coins qui bougeaient plus trop. Et je pense, bah, forcément, c'est des coins que beaucoup de personnes ont. Donc ça fait très plaisir. On va attaquer les news. Bah, forcément, il n'y en aura peu aujourd'hui. Je pense que c'est la plus importante. Et tout le monde la connaît déjà, mais voilà. C'est l'approbation de l'ETF spot par la SEC. Mais attention, parce qu'il faut prendre un peu de hauteur. On a eu Gary Gensler juste après qui disait que c'est pas parce qu'ils avaient accepté l'ETF Bitcoin Spot que la SEC soutenait les crypto-monnaies, etc., etc. Il a même dit, euh, contrairement aux ETF sur les métaux précieux, par exemple, qui sont réellement utilisés, qui ont une réelle utilité, pas l'argent, l'or, l'ETF Bitcoin, lui, n'est backé que par un actif qui est utilisé uniquement que pour la spéculation. Il dit que ça ne sert à rien, mis à part le sex trafficking, le trafic d'enfants, etc. Et la spéculation, ça ne sert à rien. Donc c'est un argument, franchement, qui est très... euh, dans l'ancien temps, on va dire, c'est un argument qui est très bateau, qui est en fait tout simplement bête. Et donc là, il le dit, mais bon, franchement, ça ne pèse vraiment pas lourd dans la balance. Ensuite, on a Eric Larchevêque qui a fait un joli texte. Et Eric Larchevêque, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fondateur ou le cofondateur, je ne sais plus, de Ledger. Donc c'est une licorne française, hein, c'est vraiment une star dans l'écosystème, qui a mis un mème et je trouve qu'il est super vrai. On voit, regardez, c'est une bulle, au début c'est tout petit, après c'est une bulle et c'est devenu plus gros, ensuite c'est une bulle, c'est une montgolfière, et ensuite c'est une maison quand tout le reste brûle, et c'est le classique, et c'est aussi une bulle. Il y aura toujours des pessimistes, il y aura toujours des personnes contre. Donc ça c'était vraiment, on va dire, au début je pense, moi je pense qu'on se situe ici, au tout début de cette case-là, et à la fin de cette case-là. En vrai c'est intéressant d'analyser des choses comme ça, mais là c'était vraiment au tout début. Là, maintenant les montgolfières, je pense qu'on est là parce que c'est des fonds, c'est des institutions, maintenant ça va être... c'est très probablement mis dans les, je sais pas, dans des livrets A, dans des solutions d'investissement comme ça aux personnes lambda, quoi. C'est très possible que chaque solution de placement mette 2 ou 3% dans le Bitcoin. Donc là, je pense qu'on va être clairement là pendant peut-être 5 6 ans, allez, peut-être 10, et ensuite on ira là si tout se passe bien, parce que ça aura été évident pour tout le monde, et même à ce moment-là, il y aura eu des détracteurs du Bitcoin. Donc franchement, ne les écoutons pas. Ensuite, ça c'est... Ouais, je vous ai mis ce tweet-là, parce qu'hier, il y avait pas mal de FUD sur BitGet. Faites attention si vous êtes des fonds là-dessus. Moi, franchement, je suis un peu éparpillé. Je suis sur tous les exchanges. Regardez, je suis sur plein. Et là, il y en a que j'ai pas mis dans ce dossier-là, sur lequel je suis. Et du coup, hier, il y avait pas mal de FUD sur BitGet, disant, enfin, à la FTX un peu, donc ça, franchement, ça fait peur. Moi, ce que je fais, c'est simplement, j'ai un Excel avec tous mes soldes sur tous les exchanges que j'ai. L'idée, c'est de pas c'est de laisser zéro crypto sur aucun exchange. Mais en vrai, généralement, c'est plus pratique de toujours laisser, on va dire, environ 5% de ce qu'on a sur les exchanges. Moi, c'est presque que j'aime, même entre 5 et 10%, pour prendre des trades, pour obliger des USDT vite, des choses comme ça, vendre, acheter vite. Donc voilà. Donc je me suis fait un Excel avec tous les exchanges que j'ai et tous les soldes que j'ai, et du coup j'ai vu très rapidement que sur BitGet je n'avais rien. Mais donc faites attention si vous êtes des fonds sur BitGet, je vous conseille de les retirer. Ensuite encore un hack sur le Twitter de CoinGecko. J'avais vu une annonce, pareil j'ai eu de la chance, disant ne cliquez pas sur le lien de CoinGecko, ils sont fait hacker, etc. En ce moment c'est la fête.
Je sais pas pourquoi, peut-être avec l'euphorie des ETF, peut-être que les hackers ils sont précipités sur l'écosystème crypto sur Twitter. Ensuite, chose assez inattendue, c'est que pendant le vote de l'approbation des ETF, et ben, le vote qui a été décisif, c'était le vote de Guy Gensler, qui était pour. C'était 2 contre 2 pour, et au final, c'est Guy qui a fait pencher la balance en votant pour. Ça revient un peu à ce que je disais pendant ma quotidienne d'hier. C'est, je pense, clairement un clown et on le manipule. Voilà. Passons maintenant, excusez-moi, sur les graphiques. Donc là, on est sur le BTC, un daily, donc c'est la bougie hier. Vous voyez, il n'y a rien eu de complètement fou, hein. Ça, c'était la bougie de la fake news, ça, c'était la vraie bougie hier. On a des mèches énormes de deux côtés, franchement. Le marché avait déjà bien pressé tout ça. Pas besoin d'écrire un livre dessus. Voilà. Chose intéressante que j'avais vue en weekly, c'est une divergence baissière au niveau du RSI en weekly. Plutôt mauvais signe. Et malheureusement, avec l'annonce de TF, on n'a pas réussi à péter les 48 000 dollars. Donc franchement, c'est plutôt mauvaise nouvelle. Je dirais, je suis plutôt bearish sur le Bitcoin pour les quelques mois à venir, je pense. Mais tant mieux. En vrai, c'est bien qu'on respire jusqu'au halving et peut-être jusqu'à l'été. Et ensuite, qu'après l'été, on reparte en vrai bull run, en vraie dynamique haussière. Et là, qu'on s'arrête plus pendant un an. Et voilà. Donc je pense que ce serait mon scénario favori. Et c'est celui que je pense qui va se passer. Deuxième graphique très intéressant, c'est le Total 3. Donc c'est la market cap totale des cryptos sans le Bitcoin et sans le TH. Donc en gros, c'est les altcoins. Donc qu'est-ce qu'on voit Parce qu'encore une fois, moi, ce que je pense, c'est que c'est sur les altcoins qu'on fera les plus gros gains. Le dernier bull run, dernière phase d'accumulation, donc là c'était bien marqué, etc. On a une grosse phase d'accumulation. Est-ce que c'était aussi serré que ici? Je ne sais pas. Dire 40. Ah oui, non, c'était beaucoup plus volatile que nous. Mais nous, voilà, c'était beaucoup plus serré, beaucoup plus de compression. Et ensuite, on est venu péter à la hausse. Le RSI en weekly a commencé à surchauffer, à être au-dessus de 70. Ensuite, on sent un petit pullback, c'est parfait hein, graphiquement. On aurait mérité une plus grosse bougie, mais c'est pas grave. Donc on pète à la hausse, le RSI est à 70, surchauffe. On latéralise un petit peu, on fait respirer légèrement le RSI, ensuite on explose tout. Et regardez quand on explose tout, à quel point c'est l'euphorie, enfin on voit, hein, le RSI en weekly, il va 95, etc. Il reste au-dessus énormément de temps, il fait des pics, c'est incompréhensible, il fait des divergences baissières de partout. Et lorsqu'on voit le vrai bottom, enfin le vrai top, pardon, c'est lorsqu'on a une magnifique divergence baissière comme ça. Mais là, celle-là, elle est royale. Et c'est pareil sur le Bitcoin, vous pouvez aller voir. J'espère que ce cycle-là, il y aura encore ce même signe, parce que moi, je le verrai tout de suite, tellement à chaque fois, ça me saute aux yeux. Le RSI là qui arrive à peine à 70, alors que là, on fait un ATH. Franchement, si un jour ça me fait ça, je suis sûr de vendre, tellement je le vois. Bref, tout ça pour dire, regardez maintenant actuellement où est-ce qu'on en est. Depuis Terra Luna, on ne fait que ranger sur les altcoins. C'était un bear market très difficile pour les altcoins. On s'est mangé moins 95, moins 98% partout. Là, on vient pareil de breakout. Le RSI est en train de péter à 70. On est en train de on a fait un petit pullback. Est-ce qu'on serait pas en train, simplement, comme la dernière fois, de nous faire un petit range, voilà, de stabiliser vraiment au-dessus de ce support pour que le RSI, l'idéal serait qu'il revienne à 50 et ensuite qu'on repète pareil vers été, etc. Dans 3-4 mois, qu'on pète vraiment tout pendant le bull run. Très intéressant comme analyse, je pense, et je pense que c'est clairement ce qui va se passer. Et l'idée, ce serait d'arriver, non, peut-être pas à 9 milliards, mais à 4-5 000 milliards, ce serait déjà, évidemment, ce serait énormissime. Ensuite, à l'image de ce que je viens de dire, c'est la Bitcoin dominance. On voit depuis les annonces d'hier, pendant l'annonce d'hier, que ça nous a tapé une bougie super rouge. Dès que ça a été annoncé, c'était tous les Ethereum et tous les grosses caps qui ont pump. Et je vous ai pas mis Ethereum, c'est criminel. Voici ETH qui nous a imprimé une bougie de, on va dire, voilà, 10-15% dans la journée. C'était prévisible, franchement, un petit peu, parce que j'avais aussi déjà dit dans une de mes quotidiennes, il me semble, que le prochain ETF, la prochaine narrative, c'est ETH, simplement. Le marché avait déjà pricé Bitcoin. En fait, moi, je pensais que c'était ETH qui était en retard. En fait, non, c'était peut-être Bitcoin qui était trop en avance. Mais franchement, ETH était aussi en retard. Parce que comparé aux altcoins, ETH a beaucoup moins pump que les altcoins. Donc franchement, un peu des deux. Mais là, voilà, la prochaine narrative pendant les prochains mois, ça va être l'ETF spot de ETH. Et comme à l'image de Bitcoin durant les 6 derniers mois, ça va attirer le prix à la hausse. Tant mieux. Ensuite, une comparaison, je ne sais pas si vous connaissez cette crypto-monnaie.
Je pense que si vous êtes sur Twitter, vous l'avez forcément déjà vu passer. C'est Caspa. Caspa, c'est ma deuxième plus grosse position. En gros, pour la faire très très rapide, c'est Fair Launch, Proof of Work, c'est un DAG. En gros, DAG, c'est pas une blockchain, mais ça a 10 blocs par seconde. Blockchain, vous voyez, c'est bloc par bloc, c'est en ligne. Comment est-ce que je peux décrire ça? Blockchain, c'est un bloc, un bloc, un bloc, un bloc. Et DAG, en fait, par unité de temps, comme ça, c'est plein de blocs, c'est plein de blocs, et qui se lient tous entre eux comme ça. Voilà, hop là. Très très pas clair, mais bon, là. Très très peu clair, mais bon. En gros, l'idée, c'est donc c'est un DAG, pardon. Et en gros, l'image, c'est si Bitcoin, c'est de l'or digital, Caspa, c'est de l'argent digital. Si Proof of Work, c'est sécure, sauf que c'est scalable, un peu comme l'argent, on l'utiliserait comme des pièces d'argent à payer un peu partout. Certains disent que c'est vraiment la concrétisation de l'idéologie de Satoshi, et franchement, c'est un peu vrai. Parce que sur le white paper de Bitcoin, c'est marqué a peer-to-peer cash system. Bitcoin, ce n'est pas un peer-to-peer cash system. C'est pas du cash, c'est de la valeur, c'est storage de la valeur, quoi. Si je veux payer une baguette de pain, je vais pas utiliser Bitcoin, quoi. Bref. Donc ça, c'est Caspa contre BTC. Et c'est très intéressant, généralement, de voir une crypto contre une autre crypto, je trouve. Parce que, par exemple, évidemment, mais là, on est toujours plus intelligent après, c'est très dangereux de faire ça. Mais si tu achètes ici, 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 sans injecter le moindre euro, tu peux faire x10 sur ton bag, en gros. Juste en profitant de ces choses-là. Et je pense en, en bull run, ce serait important de faire ça. Et c'est ce qu'on fait un peu ici avec le Total 3. Hein. C'est ce qu'on achète des altcoins, du Bitcoin, etc. Donc là, simplement, moi j'ai du Caspa. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois une magnifique trendline. Et sur le stochastique ici, là c'était le bottom. Et on était tout en dessous pendant très longtemps. La deuxième fois qu'on était en dessous de 30, c'était ici, ici. Et là, c'est la troisième fois. Et on est là. Et je pense que ça annonce clairement un pump. Donc voilà, si vous avez un peu de Bitcoin, si vous voulez jouer si vous voulez jouer le sujet, allez dehors, prenez 3-4 jours forcément. Mais je pense que c'est intéressant. Parce qu'à chaque fois que ça faisait ça, x5 et demi, pas de demi. Donc très intéressant. Finalement, on a Rio. Pareil sur Twitter, ça a buzzé beaucoup. C'est dans le Real World Asset qui nous fait un magnifique bull flag. Une énorme jambe haussière, consolidation, un petite correction. Là, on breakout à la hausse. L'idée sera de pullback, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Et ensuite répéter à la hausse. Quand les altcoins repartiront, peut-être d'ici 2-3 semaines, ça repartira à la hausse. Ce sera très intéressant. Écoutez, merci beaucoup. Je vous dis excellente journée et je vous dis à demain pour une quotidienne. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Rebonjour tout le monde, je fais une petite extension de vidéo parce que j'ai fini ma vidéo, comme vous l'avez vu, et 10 minutes plus tard, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais oublié de répondre à un commentaire sur la vidéo d'hier, ou sur la vidéo de Bitensor. Donc déjà, merci Samson pour ton commentaire, il est très constructif, très intéressant, je trouve. Vraiment des bons commentaires et ça ouvre à pas mal de débats. L'idée, c'est que je vais faire, voilà, en moins de 5 minutes, je vais te répondre, mais franchement, très, très, très intéressant. Donc, très bonne vidéo, déjà merci beaucoup, ça fait super plaisir. De ce que j'ai compris, tu connaissais pas Bitensor, donc tant mieux si t'as pu dig grâce à cette vidéo. Ensuite, tu me poses des questions. En quoi Bitensor serait un meilleur projet, ou serait un meilleur projet que les autres projets IA, pendant le Fetch AI ou Akash, notamment Akash, ok, qui en plus de proposer la narrative IA, propose celle de Depin aussi. Alors Fetch AI, je vais l'enlever de la question parce que je ne connais pas assez pour... je le connais de nom, je connais vite fait. Je sais que c'est une layer 1, qui est des agents, pas autonomes, mais des agents pour... voilà, c'est type simuler le Internet of Things, des choses comme ça, mais je connais pas assez, donc je peux pas trop te répondre dessus, désolé. Mais en revanche, Akash, je connais plus, et je vais te répondre tout simplement. Donc moi, je ne suis pas exactement d'accord avec toi. Je pense que Akash n'est pas tant IA que Depin. C'est vraiment pour moi, Depin, Akash, c'est vraiment des infrastructures physiques qui sont décentralisées, hein, c'est la puissance de calcul, c'est des cartes graphiques, etc. Un peu la manière de render, et je pense que aussi, comme render, ils sont venus se greffer derrière l'image de l'IA depuis que ça fait que monter, et depuis que c'est la hype depuis 1 an. Parce que render, c'est la même chose, hein, un peu comme Akash. À la base, c'est du cloud computing, et ensuite, ils se sont dit, ouais, on fait un peu d'IA, etc., etc. En vrai, enfin, c'est pas vrai. Vous ne faites pas de l'IA. Vous faites du cloud computing, qui est très utile pour l'IA, mais vous, votre cœur de métier, ce n'est pas l'IA. Contrairement à Bitensor. Bitensor, c'est clairement de l'IA, et aussi, si on peut parler de hype, etc., Bitensor est en conception depuis 7 ans, donc bien avant la hype de l'IA, etc., etc. Donc voilà, donc je pense que déjà, ils se battent pas exactement sur le même terrain. Je pense que si on compare Akash et Bitensor, c'est, je sais pas, comparer Ronaldo avec un mec de Ligue 2, tu vois.
C'est vraiment pas la même cour. Akash, c'est que du cloud computing. Bitensor, c'est un écosystème, selon moi, encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est un écosystème entier dans l'écosystème crypto. Un peu comme, pour moi, c'est à la même hauteur que la révolution que ETH a apportée. Imaginons-nous en 2015, etc., quand ETH arrive, les mecs qui voyaient un peu loin, ils se disaient sûrement, ETH, les gars, ça va créer un écosystème dans l'écosystème crypto. C'est tous les jetons qui vont être branchés sur ETH, ça va faire tout un écosystème à part qui sera énormissime dans l'écosystème crypto. Pour moi, c'est un peu la même chose avec Bitensor. Et donc, c'est comme si je te comparais ETH avec un simple RC1, tu vois. Je compare la mère avec la fille, ça ne marche pas. Un peu à l'image de ce que je viens de te dire, enfin, de ce que je viens de vous dire, si vous êtes plus sûr, j'imagine, c'est que Akash, c'est théoriquement, je pense, selon mes connaissances, je ne suis pas un développeur ou quoi, mais ça pourrait être un subnet sur Bitensor. Après Akash, là, ça roule déjà, ça fonctionne. J'en ai à du Akash, hein, j'aime bien le projet. Mais concrètement, théoriquement, pour te montrer la différence de catégorie, c'est que si Bitensor crée, en fait, si quelqu'un crée un subnet sur Bitensor et disait les mineurs sur mon subnet, je vous récompense en fonction de la puissance de calcul que vous m'apportez, un peu à la manière de Bitcoin. Si on faisait tourner l'algorithme de Bitcoin sur Bitensor, et pour trouver les récompenses, il fallait apporter de la puissance de calcul, du cloud computing, etc. etc. Bah, est-ce que ça ferait pas un peu, ça résoudrait pas un peu le même problème que Akash et que le mec qui vient utiliser ce subnet-là, il dit moi j'ai besoin de puissance de calcul pour faire cette tâche pendant 3 heures, je vous paye en Tao, et ensuite ce subnet-là va distribuer la puissance nécessaire à tous les mineurs sur le subnet pour donner l'output au user. Donc moi je pense un peu à l'idée de l'image de render, pareil. Après render, pareil, c'est pas trop IA, c'est vraiment du rendering, quoi, hein. C'est du cloud computing fait pour du rendering. Pareil, ce n'est pas fait, mais ça pourrait théoriquement être un subnet sur Tao. Voilà ce que je pense. Donc je pense vraiment que... et aussi, putain, très intéressant, c'était un tweet que j'ai fait il y a longtemps, mais là je te montre tout simplement les tokenomics de Akash. Donc voilà, je t'en prie. Fais pause. Et pour moi, voilà, ça c'est pour moi vraiment les pépites crypto. Ce sont celles qui sont en proof of work, pas en proof of stake, on va y arriver juste après, qui sont fair launch, qui sont décentralisés et open source, franchement. Et donc là, je n'arrive même pas à voir quel est. Oh, mais regardez cette once. Après, ça date de 2020. Peut-être que ça a changé ou pas. Ok, mais ça s'est lancé comme ça. Et franchement, même si ça a changé, dont je ne suis pas sûr, il reste forcément des séquelles, hein. La public sale, c'est 2%. C'est la part bleue. Enfin, rendez-vous compte. La investors, ok, bon, là, c'est tous les investisseurs. 35% quand nous, on a 2%. Après, ok, il y a le vesting qui est passé, ils ont dû vendre, mais c'est énormissime. Team et Advisors, c'est là, 27%. Decentralized, j'allais dire un gros mot, mais ok, machin, d'accord. À d'autres. Écosystème, encore une fois, à d'autres. C'est la tante du fondateur, ça c'est le père du fondateur, et ça c'est sa copine, tu vois. Et c'est vraiment comme ça, les tokenomics, c'est super important pour l'analyse d'un projet. Et les tokenomics de Akash, elles sont catastrophiques. Donc là, ça se trouve, il y a du vesting, etc. Ok, mais ça reste quand même catastrophique. C'est sûr, je te le dis, qu'il y a des gars là, ils connaissent rien à la crypto, et ils ont 1% de toute la supply de la cage dans un portefeuille qui traîne, parce qu'ils ont advice, ou c'était VC, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc ça, c'est honteux. Ce n'est qui est pas le cas avec Bitansor. Bitansor, tu veux des TAO, tu dois les acheter ou les miner au prix du marché. Et ça, rien que ça, pour moi, ça fait une différence de dingue, je trouve. Ensuite, par contre, je trouve ton jugement un peu hâtif, je suis un peu long, mais c'est trop intéressant. Concernant Solana et Cardano, pourquoi les blockchains seraient inutiles? Alors, je retire ce que j'ai dit, si j'ai dit inutile, j'ai pas regardé la vidéo, mais si c'est le mot que j'ai employé, alors c'est ma faute, t'as raison. Ces blockchains ne sont pas inutiles. En plus de cela, les blockchains d'infra seront par nature plus grosses. Je peux pas vraiment le comparer. Tu m'as vraiment chauffé. Discord, non, désolé, je n'ai pas de Discord, je t'ai répondu sur YouTube. Mais c'est gentil. Donc, Solana et Cardano ne sont pas inutiles, elles font des choses, on fait des choses dessus. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du proof of stake, c'est centralisé, parce que les vraies révolutions dans l'écosystème crypto, les vraies révolutions blockchain, c'est déjà de 1, et c'est la seule, c'est Bitcoin. Bitcoin change le paradigme monétaire du monde et de l'humanité. Franchement, en mots, en français, c'est ça que ça veut dire. Et vous voyez qu'on utilise des grands mots, quoi. L'humanité, du monde, etc. Mais c'est vraiment ce que c'est. Le deuxième, c'était Ethereum. Ethereum qui a permis de créer le plus gros ordinateur du monde entier avec les smart contracts. Ça a été une révolution aussi. Solana et Cardano, c'est Keneni, ce n'est aucune révolution du tout. C'est des blockchains qui se sont un peu griffés sur la hype de Ethereum Killer, qui ont... La vague était tellement énorme en fait, de cette vague de Layer 1, genre Daniel Bryan était tellement énorme, que forcément ça allait marcher. C'était le Layer 1. Mais moi je pense, en termes d'investissement, que c'était la hype du dernier bull run et pas de ce bull run là.
Euh, En fait, je réfléchis là, mais je pense que ça carrément ça vaut une vidéo entière. Parce que là, 10 minutes, je me presse en vrai, je sais pas. Bon, tant pis, je verrai. Euh, donc voilà, je me perds, désolé. Donc Solana et Cardano, les deux sont dans le top 10, ou top, on va dire top 15, et est-ce que ça mérite vraiment pas le top 10? Est-ce que vous mettriez Solana et Cardano dans les 10 meilleures utilisations de la blockchain dans 5 ou 10 ans par exemple? Moi, clairement pas. Ethereum, ok, et encore, franchement, Bitcoin, Ethereum, et ensuite t'as tellement d'autres projets qui valent beaucoup mieux que Cardano et qui utilisent beaucoup mieux la technologie blockchain que ces deux blockchains-là. Et voilà, comme j'ai dit, niveau aspect investissement, pour moi, on l'a vu, hein, c'est des stats, mais lorsqu'une crypto a déjà vécu un bull run, il y a très peu de chances qu'elle revive son ATH. C'est très intéressant si vous ne l'avez pas fait. Je ne sais plus le nom du site, mais il y a un site qui vous permet de voir les sites internet à une certaine époque. Je vous invite à aller voir le top 10 ou le top 15 CoinMarketCap de tous les cycles, de tous les bull runs, tous les bear markets. Et vous voyez que ce n'est jamais le même. Il y a que même XRP, ok. Bitcoin, ETH, XRP, USDT et un peu Dogecoin. Et tout le reste, ça change. Donc, qu'est-ce qui me dit que le prochain bull run, moi, Cardano et Solana seront encore là, je pense, et c'est mon argument, je ne pense qu'ils ne seront plus là. En tout cas, plus dans le top 10, top 15. Peut-être Solana parce qu'il se porte bien, mais franchement, je pense pas. Euh, donc voilà. Et encore une fois, c'est des projets qui vont déjà gaspiller des cartouches, entre guillemets. Au prochain bull run, qu'est-ce qui va faire l'argent? Ça va être les nouveaux arrivants. Je pense que lorsqu'on n'y connaît rien, et même lorsqu'on s'y connaît, c'est beaucoup plus alléchant et c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans une crypto qui vient de naître, apparaît révolutionnaire depuis 1 an, 2 ans, plutôt qu'une crypto qui est là depuis 7 ans, ou depuis longtemps, depuis plusieurs cycles, qui est déjà dans le top 10, etc. Et je pense que c'est une des raisons comportementales de pourquoi le top 10 change à chaque cycle. Pardon. Donc, niveau investissement, c'est pas intéressant pour moi. Cardano Solana, c'est beaucoup trop. La market cap est trop grande, comparé à ce qu'ils font, il n'y a rien. Enfin, voilà. Maintenant, ça change, ok, des NFT, c'est sympa et tout, mais bon, franchement, c'est centralisé, etc. Mais même, j'avoue que c'est pratique, j'utilise, c'est comme pratique. Mais ça vaut pas un top 10. Voilà. La bottom line, c'est ça. Ça a déjà vécu un bull run, qu'est-ce que je voulais dire? Ça a déjà vécu un bull run. Voilà, c'est pas révolutionnaire comme Bitcoin et ETH. Voilà. Et ensuite, un autre point très intéressant aussi, c'est que sur la Layer 1, il y a simplement, il va y avoir, où il y a un effet de cannibalisme, et elles vont toutes se ronger entre elles. Il y en aura une qui sera une grande gagnante, très possible, laquelle? Je te laisse me dire, entre GLD, comme tu as dit, Solana, Cardano, ETH, je t'en prie, dis-moi, moi franchement j'en sais rien. Et c'est pour ça que j'avais des Layer 1 dans mon portefeuille, et maintenant je n'en ai plus. J'ai vendu mes UGLD, etc. Parce que comment est-ce que je peux savoir? Franchement, il y a un peu de chance là-dedans. Comment est-ce que je peux savoir laquelle va continuer à bien performer pendant le prochain bull run? En tout cas, moi, je pense 9 chances sur 10 que si tu prends toutes les plus grosses layer 1 de ce bull run-là, donc celles que je viens de citer, euh, elles ne vont pas toutes bien performer au prochain bull run. C'est évident qu'il y en a qui vont être laissés à la traîne et qui vont se faire dépasser. Franchement, c'est évident. Et comment est-ce qu'on peut savoir? Moi, j'en sais rien. Du coup, voilà pour ta réponse assez détaillée. Ah, si je la mets, ça va faire 20 minutes. Euh, Possible que je la mette en autre vidéo, franchement. Et bah écoute, merci pour ton commentaire. Et je te dis ciao ciao et passe une excellente journée. J'espère avoir été clair. Sinon, n'hésite pas à me répondre en autre commentaire. Et voilà, on continuera le débat. Ciao.